Salut tout le monde, bonjour à tous. Ouais, Ten Green arrive. Il finissait ses petites affaires. Je veux pas savoir de quoi il s'agit. Bonjour. Ah, regardez, le voilà. C'est le gâteau au chocolat, c'est pour ça. Des gâteaux au chocolat. Putain, ça me donne faim toutes tes conneries là. J'ai pas eu de petit Ah bah déjeuner. oui, ouais. Un petit gâteau au chocolat, j'avoue, ça met l'eau à la bouche. Putain. De Ten Green cuisine donc, en parfaite femme de maison. Ah non, même pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah, d'accord, en plus. Fait Putain. maison, mais c'est pas moi. Ah, y'en a qui ont de la chance, hein. Putain, pour Oui. des gens qui cuisinent pour eux, là, moi je voudrais bien avoir ça aussi, hein. Tu sais, Ten Green, moi je suis arrivé à un stade où des fois je préfère me laisser crever de faim plutôt que d'aller de cuisiner parce que c'est trop de boulot, tu vois. Ah, moi j'aime bien cuisiner. Non, je déconne, moi aussi j'aime bien cuisiner, mais Quand tu te fais vraiment un bon truc, tu dis tu prends Voilà. le temps et là tu le manges, je fais ah ouais, là, c'est cool. bon. Ouais, c'est cool. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on a eu une grosse semaine, j'ai plein de trucs à dire, à montrer. On a eu ah ouais, les nouvelles émotes, je suis tellement fier de Gérard Larcher. Incroyable, hein. Mon émote dynamique, t'as vu mes nouvelles émotes, Ten Green? Gérard Oui, Larcher mais- dynamique, Jean-Luc Mélenchon dynamique. C'est incroyable, hein. Une révolution, hein. On est allé spam hier soir, il y avait Mélenchon en live, on est allé spam ça. Oh, c'était superbe. Ah bah ceci est une révolution, hein, comme dirait l'autre. Oui, ouais. La République, c'est moi, hein. C'est le nom de l'émote, hein. Voilà. Écoutez, quel monde cruel, hein. Donc ouais, l'espace, les gars. On a eu une grosse semaine, plein de choses à dire. On a eu... Il y a MS-25 qui vient de décoller il y a 10 minutes. Hier, ils avaient annulé le vol, hein. C'est rare que Soyuz annule. Et donc, il y avait une rotation de l'ISS, mais côté russe. Et il y avait un vol de prévu, et ils ont annulé hier le tir, et ils viennent de décoller il y a 15 minutes. J'aurais aimé l'avoir en live, à pas grand chose près, mais c'est comme ça, quoi. Ah bah ouais, hein. L'essentiel c'est que ça vole. Voilà. Et visiblement, le vol... Quand je suis arrivé le pad était vide. J'étais la merde, où est Soyuz? Bah tant pis, hein, tant pis. Donc ouais, on a eu quelques grosses missions, gros vols. On va commencer avec les Chinois, qui ont envoyé une mission... Non, c'est pas ce que je voulais montrer ça. Voilà. On a eu une rare longue marche 8 qui a décollé. Donc c'est souvent une des fusées qu'on voit le moins, la longue marche 8, on en voit pas souvent de celle-là. Et c'était une mission très particulière. Alors j'avais dit il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, qu'on allait avoir une nouvelle mission lunaire très ambitieuse, puisque les Chinois vont envoyer Chang'e 6. Alors les Chinois sont en avance, hein. Vous avez vu que beaucoup peinent à se poser sur la Lune. Les Chinois, eux, ils arrivent très bien à se poser sur la Lune. Et là, ils veulent ramener des échantillons, Ten Green. Donc c'est quand même beaucoup Après les gens sont... Enfin, ils y réussissent beaucoup parce que aussi ils ont beaucoup fait les dernières années, contrairement aux autres qui faisaient plus loin. Les Chinois ont eu des très grosses réussites sur la Lune pendant que tout le monde glandait. Les Chinois, eux, sont allés plusieurs fois sur la Lune. Ils ont eu des très très gros succès avec des rovers, Chang'e 4, 5 et tout. Ils ont même fait pousser des trucs sur la Lune et tout. C'est assez fou ce qu'ils ont fait les Chinois. Donc là, il y a encore une mission avec beaucoup d'ambition et ça va décoller en mai. Hein. Donc c'est dans même pas 2 mois. Hein. Et le souci, c'est alors, ils veulent aller au pôle, comme souvent, et on remarque que c'est vrai qu'au pôle, parfois les communications sont difficiles. Et les Chinois se sont dit, on va résoudre ça. Donc voilà la mission. Et vous voyez là, donc ça va être Chang'e 6, donc qui va décoller dans une longue marche 5. Et le retour d'échantillons. Et vous remarquez que, regardez, autour de la Lune, vous avez un satellite de communication. Et ce satellite de communication, il s'appelle Kekiao-2. Et Kekiao-2, bah, faut aller le mettre en orbite. Et ouais. Donc pour résoudre tous ces problèmes de télécommunication, les Chinois se sont dit, on va carrément directement installer un gros satellite de com qui fera le relais. Naturity, merci pour tes 7 mois, mec. Merci beaucoup. Donc ouais, donc il fallait bien le tirer. Et c'était la mission. Voilà. Longue marche 8. Et vous avez le satellite Kekiao-2. Donc qui est rien d'autre qu'un satellite relais qui va faire la liaison entre Chang'e 6 et la Chine lorsqu'on aura... combien de temps le durée de vie? On n'en sait rien. On sait que, connaissant les Chinois, ça va souvent servir pour cette mission, mais s'ils voient que ça peut continuer à servir, ils vont le laisser en orbite là-haut. Hein. Tant que ça... On a des sondes, des sondes qui sont en orbite depuis des décennies et qui fonctionnent très bien, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour celui-là aussi, et qui servent pour d'autres missions après. En tout cas, on avait... Donc voilà à quoi ressemble Kekiao-2, c'est un très très gros joujou. Hein. Là, on le voit pas, mais il y a une énorme parabole qui se déploie. Combien de délais de com entre la Terre et la Lune? Quasiment rien. C'est juste à côté, hein. C'est juste à côté, hein. Mars, c'est plus long, la com,
Mais la Lune, c'est vraiment à côté, c'est pas un problème. Alors, c'est loin, mais c'est à côté par rapport au reste du système solaire, hein, ça c'est sûr. Voilà. Le souci, c'est plus la bonne orientation. Tu vois, parce que les ondes radio, elles ricochent. Ce qui fait que parfois, si tes antennes sont mal orientées, ou que tu as la Lune qui fait blocage, tu vas pas pouvoir passer. Donc ce qui est important, c'est de réussir à avoir un relais. Donc là, le but des Chinois, c'est de mettre Kekao 2 en orbite pour avoir une antenne relais. Et voilà, quand la parabole est déployée. Donc sacré monstre, hein. Matez-moi la bête. C'est propre, hein. Donc voilà quand ça se déploie entièrement. Donc pour ça, ils nous ont amené une longue marche 8 au pad. Donc une fusée qu'on voit pas souvent, la longue marche 8. Mais c'est vrai que les Chinois ont une gamme de lanceurs assez folle, ce qui leur permet d'avoir des lanceurs adaptés à toutes les situations. Donc ils ont besoin d'une orbite lunaire comme ça. Allez hop, on fait péter une longue marche 8. Et c'est un très très beau joujou la longue marche 8. Hein. Avec ces 2 boosters latéraux là. Très très beau monstre. Hop là. La Chine. Hein. Voilà, les petits drapeaux rouges. À quand un Starlink en orbite lunaire? Bah écoute, ça va... Même pas besoin d'un Starlink, hein, tu sais... Pourquoi faire avoir... Le but de Starlink, c'est de... Le délai YouTube, eh ouais... Mais attends, toi sur YouTube, t'as 30 secondes de délai, tu vois. Donc ça sert à rien d'écrire dans le chat une réponse précise parce que les gens la verront pas. Ou alors ils la verront trop tard. Ça sert à rien de mettre un Starlink en orbite lunaire, puisque le but de Starlink, c'est de couvrir beaucoup d'espace. En orbite lunaire, tu veux juste un petit relais, une parabole relais, ou du laser. On a déjà... on voit Starlink faire des miracles au niveau laser, technologie laser maintenant. On les a vus avec Starship. Tout ça, c'est du laser. Donc on aura sans aucun doute à un moment un satellite laser qui fera la connexion Terre-Lune pour que ça aille rapidement. Et on a eu le vol de ce monstre. Alors bon, malheureusement, on n'a pas eu de belles vidéos. Donc là, c'est sûrement pris avec un téléphone d'un spectateur. Voilà. Matez-moi la bête. Ah merde, j'ai pas mis le son dans le casque, attendez. Voilà. Hop. Eh ouais, le stream est pas prêt, hein, comme d'habitude, hein. Eh oh. Voilà. Battez-moi ça. C'est un beau bébé, hein. Elle doit faire plus de 50 mètres, hein, mine de rien, la longue marche 8, hein. Ça me permet de finir mon café en même temps. Hop, hop, voilà. Donc ouais, et visiblement, le tir s'est plutôt bien passé. On va aller voir un petit peu, attendez, j'ai les photos du décollage. Oh, magnifique. Hein. On aime voir des fusées qui décollent bien. Oh là là, il y avait visiblement des photographes professionnels au pad. Matez-moi ça. Ah bah, ils ont pris des photos, hein. Eh ouais. Et le spatial est populaire aussi en Chine, hein. Dès que vous avez... Bah, ils sont mis à faire beaucoup de com dessus. Beaucoup aussi, de com, hein. et à chaque fois qu'il y a des gros décollages, des longues marches 5 et tout, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui viennent voir les décollages. Surtout que c'est... Bah, quand t'es en Chine, sur la bordure côtière, t'es jamais loin d'une ville, quoi. Tu vois, donc c'est un sacré spectacle de voir décoller ça. Ah bah, vu la population qu'il y a, tu sais, quand il y a un décollage, il y a beaucoup de monde qui le voit, ça c'est sûr. Et on a eu des images, regardez, ça c'est le déploiement de la parabole. Voilà, donc c'est la parabole que vous avez vue là. Non, c'est ça là, vous voyez. Et bah là, on l'a vu déployer, donc visiblement tout s'est bien passé. Et le merdier est en direction de la Lune. Donc comme je dis, c'est une mission importante parce que ça prépare. Est-ce qu'ils peuvent faire sans? Peut-être. Mais ça va grandement aider Grindavik. Écoute, Grindavik, c'est pas le sujet. Je ferai un live demain sur le volcan. Tu viens à 14h et j'ai plein de photos, plein de news et on parlera de Grindavik. Faut pas être hors sujet comme ça, les gars. Et écoute, Pépé, parle-nous un peu de ton run avec les gobelins. Tu sais ce que tu es heureux? Putain. Donc ouais, les Chinois là qui ont bien lancé leur mission avec Changde 6 bombes. Voilà pour la Chine. Ils ont aussi tiré d'autres choses, mais on n'est pas là pour ça. J'ai des jolies petites photos Tengreen, regarde. Hop. Ça, c'est à l'usine de décature de ULA. C'est 3 deuxième étages de Centaur 5, et tu noteras que là, l'étage central il y a déjà des moteurs a déjà ses moteurs de prêt et sûrement prêt à partir. Donc ça serait sûrement le deuxième étage pour la mission de juin de Dream Chaser. Très probablement. Donc c'est... Ah, ça serait bien, ouais. Ah, ça serait très bien. Et on sait que le premier étage est prêt lui aussi. Donc c'est possiblement
peut-être dans les prochaines semaines, ils vont amener la barge là. Sachant que la barge a déjà amené la Delta 4 au Cape. Donc la barge va revenir et sûrement prendre le deuxième et le premier étage pour être stacké en direction de... Pour être stacké directement au Cape. Voilà. Donc Blue Origin a réussi à une prod industrielle. C'est pas Blue Origin que tu vois là. Ça, c'est pas la New Glenn. C'est la Vulcan de ULA. Mais visiblement, le Blue Origin a aussi une bonne production. Preuve que ça fait ce que fait SpaceX fait des émules et que tout le monde commence à essayer de produire de façon industrielle et pas juste de façon artisanale. Donc c'est très très bien de... 50 € Dream Chaser avant Starliner à l'ISS. Non. Non. Carrément pas. Dream Chaser, on a eu les dates et... le Starliner, on a eu les dates et tout semble bon pour mai. Donc moi je pense que Starliner va être avant Dream Chaser. À mon grand désespoir. Mais voilà. D'ailleurs, tu sais qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait même pas de vue embarquée de Starliner et tout ça. Parce que les mecs de Boeing ont dit qu'il n'y a pas la technologie. Tu sais, les mecs, vous vous foutez de nous, on a eu Starship là, entouré de plasma. Tu sais, mais s'ils n'ont pas accès à ça... Putain, ou alors ils veulent pas surtout. Hein. Bah ouais, bon, on peut avoir un petit Starlink là sur le truc. Et ouais, hein. Ils ont enfin augmenté la cadence de prod des moteurs, absolument. Il semblerait que Blue Origin ait fait des gros efforts là-dessus. Et que, bah, on sera vite fixé, hein. Il va leur falloir 9 moteurs pour la New Shepard. Il va leur falloir 2 nouveaux moteurs qui ont déjà été envoyés, visiblement. Et 9 moteurs pour la New Shepard en juin. Ou en juillet, allez savoir. Sûrement en juillet ou en août même. Alors, pendant ce temps, on avait une rotation de l'ISS qui était prévue. On avait une Soyuz au pad pour un vol habité. Donc la mission MS-25, c'est incroyable. Hein. L'ISS a jamais été aussi populaire. Hein. J'ai jamais vu autant de missions, aller-retour, depuis des Falcon 9, des Soyuz. Et c'est sûrement le seul endroit où ça se passe bien. Où vous verrez le drapeau américain et le drapeau russe côte à côte. Non mais on peut pas faire sans les Russes. Et les Russes peuvent pas faire sans les Américains. Donc on est obligé de coopérer. Et voilà quoi. C'est comme ça. Donc on avait une mission habitée. Et une Soyuz au pad, les photos sont superbes. Hein. Ça devait décoller hier normalement. D'ailleurs, il y avait de la minette. Hein. Il y avait la première astronaute bélarusse, Marina Vyatlina Vasilevskaya. On avait une américaine, Tracy Helen Caldwell Dyson. Et on avait le vétéran Oleg Viktorovich Novitsky. Voilà. 3 missions. Et ouais, bah, un vétéran, hein, quand t'es à 3 missions, généralement, t'es quand même un vétéran. Tout à fait après une petite sortie et tout. Et ils avaient à bord, c'est très 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 rare. Il y a des pubs sur la fusée, absolument. Mais ça a rien de... si vous regardez ça là, regarde Ten Green. Tu vois ça là, c'est une publicité pour une compagnie russe. Non mais ça fait rentrer de l'argent. Ils savent qu'il y a des centaines voire des milliers de gens qui regardent les streams. Ça fait de la pub. It's just good business. Oui, ils ont bien raison. Hein. Ils ont bien raison à ce niveau-là. Et on sait que les Russes ont toujours besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses parce que il manque de tunas. Donc voilà. Et exceptionnellement, donc c'était hier, ils ont fait un abort à 20 secondes. C'est très très rare que les Russes... Soyuz est devenu tellement une machine huilée que c'est rarissime d'avoir des aborts, des annulations de dernière seconde comme ça. Donc à 20 secondes, ils ont arrêté le countdown, ils ont dit on a un souci. Ce qui peut arriver, hein, sécurité avant tout. Et ils viennent de le lancer absolument, ça a décollé il y a 20 minutes, même pas. Quand je suis là, la Soyuz que vous voyez n'est plus au pad. Elle est déjà en orbite. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai même pas pu avoir la vidéo là, parce que ça vient de se passer, voilà, il y a 20 minutes à peu près. Donc ouais, donc on a nos astronautes et cosmonautes qui sont direction l'ISS. Donc on a eu plein d'autres vols. Hein. On a eu un vol génial. On avait une mission, une Electron. Alors une Electron, on en voit souvent voler, mais ça part de Nouvelle-Zélande. Sauf que là, Ten Green, ça partait de leur hotpad de Virginie. Donc tu peux te douter, si ça part de Virginie, pour qui est-ce que ça bossait? Si ça part du sol américain, forcément, il n'y a qu'un seul client. Hein. Ah bah ça, c'est pas compliqué, bah c'est les Space Force. Hein. Absolument, c'est les Space Force. Donc c'est une des raisons que Rocket Lab a un pad aux États-Unis, c'est pour pouvoir travailler avec le gouvernement américain, entre autres avec les Space Force. Et c'était NROL 23, donc NRO c'est National Reconnaissance Agency, c'est l'agence des Space Force américaines militaires qui gère tous les satellites espions, d'observation et tout ça. Donc c'est des missions très sensibles. Et on sait que les Space Force sont très contents d'avoir désormais accès à ce petit véhicule qui est Electron. Ça évite de passer par une Falcon 9. Et ça leur permet aussi de tirer des plus petits
satellites. Donc là, c'est parmi les premières missions pour les Space Force de Rocket Lab. Et ils tiraient donc depuis leur nouveau pad de Swallops, pas Salop, hein, de Swallops en Virginie, donc qui est l'ancien pad de la Antares, qui a été désaffecté et récupéré par Rocket Lab. Et on a notre magnifique petite... Hop, regardez-moi la vue qu'ils ont. C'est beau, hein, ce coin-là. Hein. Et voilà, la roquette. On va aller voir le tir. Donc forcément, on n'aura pas beaucoup de vues parce que c'est un sujet un petit peu sensible. Dès que ça tire pour les Space Force, hop, ils ont des obligations au niveau discrétion sur ce qui doit se faire au tir. Ils ont tiré de nuit en plus. Voilà. Oula. Non? Ah voilà, 10 secondes. Je vais couper, vas-y. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Le logo d'agence environnementale. Alors eux, ils font pas trop dans l'environnement, hein, le NRO. Hein. Lift off. Et hop. Donc ça, c'est des missions importantes hein, pour Rocket Lab. Les Space Force payent cher pour avoir accès à des... pour avoir accès à des fusées rapidement et aussi pour avoir toutes leurs conditions, à leur terme et leurs conditions. En échange, vous recevez pas mal plus de thunes qu'un client normal. Ce qui est normal vu que les Space Force ont beaucoup de conditions assez restrictives. Ne serait-ce que par rapport aux vues embarquées. Our 46th Electron is in the air and on its way to orbit after liftoff from Launch Complex 2. Electron's Rutherford engines are burning hot as the launch vehicle accelerates Donc, to... on va aller So the... jusqu'à... De toute façon, on verra pas le deuxième étage. Mais visiblement, tout s'est bien passé. Peter Beck, après, a confirmé que le vol avait été parfait, tout ça. Donc, une grosse réussite pour Rocket Lab. Game Silver! Merci pour tes 21 mois, mec. Merci beaucoup. Hop, le petit deuxième étage. Donc, on sait que Rocket Lab avait eu des problèmes avec le deuxième étage plusieurs fois. Et là, tout se passe bien. Le premier étage n'était pas récupérable. Ils l'ont foutu à la flotte. De toute façon, ils ont même pas les assets maritimes sur la côte américaine pour aller récupérer un booster. Il n'y a qu'en Nouvelle-Zélande pour l'instant où ils peuvent récupérer les boosters. Donc en tout cas, ouais, le vol s'est très bien passé et c'est une très grosse réussite pour Rocket Lab, même au niveau économique, de montrer la viabilité des missions depuis les côtes de Virginie. Donc sans aucun doute qu'on aura d'autres missions de prévues. Ils veulent aussi utiliser les électrons avec HASTE, qui sont des tests, des bancs d'essais de tests pour armes hypersoniques et tout ça. Donc ouais, Rocket Lab, qui s'est très très bien placé là pour bosser avec les Space Force. Voilà. Alors, Ariane! On a eu des bonnes nouvelles. Vous savez qu'on avait suivi le bateau Canopé qui avait amené tout le matos. Donc maintenant, il faut stacker. Donc on a eu pas mal de très belles photos. Donc voilà, un des premiers boosters d'Ariane 6. Ça va voler, hein. Ça, c'est prévu pour en juin, premier vol d'Ariane 6, donc il y a 2 boosters comme ça, et ils sont amenés pour être stackés. Donc ça, c'est le premier booster qu'on voit, et là, c'est le stacking du premier et du deuxième étage. Ça avance bien. Et on voit que ça stack à l'horizontale, et on voit que tout est neuf et propre et tout. Oh là 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 là. Eh, il y a de l'argent là, hein. Matez-moi le déhanché du Beau Black à gauche, là. Attention, hein. Il supervise les opérations, ça rigole pas. Hein. Faut pas le faire chier, hein. T'as vu les avant-bras du mec, Ten Green? Il te met une claque, tu fais un 360 sur toi-même, tu sais. Clac. Ouais, un petit peu, là. Et après, il va stacker la fusée. Tu vois. Donc ouais, on a bientôt Angara 5, absolument. On a aussi une Angara 5 qui est prévue pour mai, normalement. On va avoir un été incroyable. On va reparler de Starship, mais attention, il y a des bonnes nouvelles. Et hop, pareil. Et là, le stacking, donc là, Ariane 6, ça avance bien. Hein. Là, ils sont dans les temps, je pense. Hein. Ils ont stacké premier, deuxième étage. Il va falloir après mettre les boosters. Et possiblement que... moi, je suis confiant là pour le mois de juin. C'est des bonnes nouvelles tout ça. Ça va vite, on est content. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème majeur. Tout s'emboîte bien. C'est bon signe. C'est très très bon signe pour Ariane d'Espace. De toute façon, il faut. Hein. Vous avez vu la concurrence. Ça ne rigole pas. Hein. Genre pas du tout. Hein. Ariane passe en économie de guerre, mais t'as pas le choix là en ce moment. Quand t'as SpaceX, quand tu vois ce que fait SpaceX, t'as intérêt à être en économie de guerre. Si tu veux pas te faire voler tes parts de marché. Voilà. Hein. Bon, pendant ce temps, parlons de la concurrence. Parlons de SpaceX. SpaceX a eu une colossale semaine encore
C'est affreux, hein, SpaceX. Hein. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Déjà, au niveau des tirs, on a eu un tir totalement fou de Vandenberg. Sûrement un des plus beaux tirs de l'année au niveau des conditions météo et de quand ils ont tiré. Ils ont tiré dans une météo absolument parfaite. Donc c'était pour du Starlink. Très intéressant. Il y avait aussi des satellites Starshield à bord, Tengreen. Il y avait des satellites des Space Force. Et on va reparler d'un contrat qui est ressorti, qui a fait grand bruit à Washington il y a quelques jours de cela. On va reparler de ce qui s'est passé à Washington. Il y avait un grand congrès, comme il y a souvent, de pas mal de lanceurs et tout. Toutes les huiles et les pontes se rassemblent autour d'une table, on discute en live, on répond aux questions. Et SpaceX, comme d'habitude, a un peu volé la vedette et a un peu fait chier tout le monde. Mais bon, t'es le leader du marché, quoi. Donc on était en Californie, Vandenberg. C'était il y a quelques jours de cela. Matez-moi les conditions météo de dingue. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, C'est beau, hein. 7, Si c'était nuit, on n'aurait pas regardé. 5, 4, Ça fait vraiment petit matin là. 2, 1, ignition. Je crois que c'était le coucher de soleil, Tengreen. And lift off of Falcon T'as 9. couché. Go Starlink. Go SpaceX. Il tire jamais à l'aube de Vandenberg. Vehicles pitching downrange. Engine chamber pressure is nominal. On va avancer un petit peu. Comme je dis, il faisait quasiment nuit quand ils ont tiré. Non. Max Q. Voilà, comme je dis, le soleil se couchait, donc forcément... Miko, clac. Stage separation confirmed. Voilà. Le déploiement, typique. Et on va aller voir directement l'atterrissage. Hein. Booster récupéré, classique. 40 km, 34. Bah ouais, là il faisait nuit hein, sur le Pacifique quand c'est revenu. Vehicles are on a nominal trajectory. Regarde, très intéressant, Tengen, regarde la trajectoire. Ça suit toute la côte californienne par le sud. Ça part pas dessus le Pacifique. Ouais, ils sont partis sur une orbite polaire. Ouais. Très intéressant. Mais n'oublie pas qu'ils avaient des satellites Starship d'abord aussi. Donc peut-être une orbite un peu particulière pour mettre leur satellite en orbite. Stage 2, FTS has ceased. De toute façon, ça c'est un peu compliqué de savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Alors tu sais, par rapport à quelle orbite, généralement quand t'as des satellites militaires qui sont souvent sur les orbites polaires d'ailleurs. Bah forcément, comme ça ils passent sur toute la Terre, hein, ils les scannent. Hein. 5 km à gauche, on voit le bateau drone en bas, la petite lumière, c'est le bateau drone. Oh là là, les vues, même de nuit, on voit les nuages et tout. Stage 1 landing burn. Allez hop, ça rallume, ça ralentit. Stage Super 2 bon. internal guidance. Oh la vermine. Salut Pépé, salut les racailles. C'est beau. Oh là là, les vues sont superbes. Hein. Stage 1 landing light deploy. Et hop. C'est beau, hein. Stage 1 landing confirmed. Le futur, hein. Et ils nous ont sorti une très très jolie vidéo aussi. Matez-moi la vidéo. C'est tourné du bateau. Donc du bateau drone où ils viennent de se poser. Vous voyez la fusée au fond qui décolle. La Falcon 9. Vraiment, ça c'est beau. Hein. Ça c'est incroyable. Hein. On l'avait déjà vu genre une fois ça. Et on voit le booster qui redescend. Regardez le booster. Hop. Première burn. Et on verra pas le deuxième burn. Et hop. Ça a l'air tellement facile vu comme ça. Écoute, on récupère le booster. Je la remets un. Décollage de la Falcon 9. Je vais mettre pause, vous allez voir. La Falcon 9. Est-ce que vous voyez le booster? Le point là. Le lumineux. Ça c'est le booster qui, sur la trajectoire de descente du bateau drone. Pop. Vous voyez là, ça?
c'est quand il fait son premier burn pour ralentir. Quelques secondes. Hop. Et après, il va venir se poser. Donc c'est ce qu'on vient de voir juste avant, en descente. Et le voilà. Incroyable, hein. Une fusée de 50 mètres, claquement de doigts. C'est épique. Normal. Et on a eu un autre tir, puisqu'on avait une mission de ravitaillement de l'ISS. Donc là, en 2 jours, à l'ISS, vous avez mission de ravitaillement, fait par SpaceX Dragon, et vous avez aussi MS-25 qui vient de décoller. Donc comme je dis, l'activité autour de l'ISS a jamais été aussi intense, parce qu'on a les moyens, pour la première fois, de faire beaucoup de turnover, de récupérer, de relancer et tout ça. Et surtout, ils ont décollé. Donc là, la mission de ravitaillement, c'était je crois la 30e mission de ravitaillement de l'ISS. Monsieur Ricky 6 mois, merci beaucoup mec. Pas mal 6 mois, pas mal. Donc vous vous rappelez, il y a quelques temps, ou même assez longtemps d'ailleurs, la NASA avait dit qu'ils voulaient pas de Starship au Cape sur le pad classique, parce qu'ils avaient peur que Starship potentiellement détruise le seul pad capable de faire des missions habitées. Donc SpaceX avait dit, écoutez, on va prendre, vu que SpaceX a 2 pads, on va prendre notre autre pad, le pad 40A, et on va aussi le convertir en pad habité. On avait vu les progrès sur 3-4 mois de cela, et il s'avère que le pad 40A a reçu la Dragon, donc la capsule, normalement, la capsule Dragon, qui est la capsule habitable, Crew Dragon, et ils ont fini, le pad 40A, est désormais capable de tirer des missions habitées. SpaceX et la NASA ont 2 pads, ce qui est énorme au niveau de la redondance. Hein. C'est un soulagement pour la NASA d'avoir 2 pads. Donc s'il y a un problème avec un pad, vous pouvez tirer depuis l'autre. Donc SpaceX a accompli sa mission. Ils ont testé le toboggan d'urgence. Et ils ont un toboggan d'urgence pour les gens, pour évacuer la capsule et tout. Ils ont fait ça la semaine dernière. Et désormais, on a donc 2... Oui, la capsule Dragon est arrivée tout à l'heure. Il n'y a même pas 1 heure. Donc c'est dingue, hein. En l'espace de 2-3 heures, parce que je crois que Soyuz va très rapidement à l'ISS Ten Green dans quelques heures. Donc Soyuz sera sûrement ce soir. C'est les plus rapides. Parce que l'ISS a été mise exprès pour l'orbite de Soyuz. Donc Soyuz sera sûrement là ce soir, en 4-5 heures, je crois, même pas, à l'ISS. Donc là, on va... En l'espace d'une journée, ils ont mission de ravitaillement et mission habitée qui arrivent. Et vous avez ces vues. Donc c'est la première fois depuis, je crois, 2015 ou 2016, je crois, qu'on a... une capsule Crew Dragon au pad 40A. Donc c'est maintenant le 2e pad pour des missions habitables. Et ça fait drôle de voir le pont et tout ça. Normalement, c'était utilisé uniquement pour les missions commerciales, pour Starlink, pour du fret, pas pour des missions habitées, parce qu'il n'y avait pas l'infrastructure. Donc maintenant, ils ont bien le pont et tout ça. Donc ça, c'était des vues du pad traditionnel qu'on a. Là, maintenant, on a 2 pads habitables. On va aller voir le vol, parce que c'est mission de ravitaillement, quoi. Clac. Ouais, d'ailleurs, attendez, je vais aller voir en vitesse. Laissez-moi 30 secondes. Ah, je l'ai pas mis... Ah, un article très intéressant où on va pouvoir faire de l'European bashing. Voilà. Et voilà, donc la mission, c'était hier. Mission de ravitaillement de l'ISS. On regarde surtout pour voir, ils ont tiré dans une météo absolument incroyable. C'était B10-80. 9e mission de B10-80. C'est parti. You heard that call out. The launch director has given that final go. All systems are go for launch of Falcon 9 in the CRS-30 mission. 9e mission de ce booster. Et il va retourner se poser directement au Cape. Et pas sur un bateau drone. Donc matez-moi ce pad tout neuf. La tour là, elle est neuve, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, la tour noire vient d'être construite. Avec le petit pont pour les gens et tout ça. Tout est neuf là. Et ils ont fait ça en même pas 4 mois. Quand ils pensent, Ten Green, c'est fou quoi. Oh là 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 là. C'est beau. On NASA's SpaceX 30th Commercial Resupply Services mission, Falcon 9 at 1.7 million pounds of thrust, pitching downrange, hearing good calls of performance. Nominal trajectory as Falcon 9 and Dragon arc out to the northeast.
Falcon 9 has successfully lifted off from Slick 40 at Cape Canaveral Space Force Station. Now, during beau. ascent, we will tilt or gimbal our engines, guiding the rocket into what we call a gravity turn. Through this turn, the vehicle is flying both up and Telemetry nominal. horizontally away from the launch pad. Now, this rocket typically needs to go about 17,500 miles per hour horizontally. Vous voyez la Space Coast dessous, hein? Tous les pads disponibles. So moments ago, we did throttle the engines down in preparation for Magnifique, max Q, or maximum aerodynamic pressure, in just a couple seconds. On a du mal à imaginer que c'est le 9e vol de ce booster B1080. C'est devenu tellement normal maintenant. For max Q. And coming up, we have a few events in quick succession, starting with main engine cutoff, followed by stage separation, second engine startup 1, and the start of the boost back burn for the first stage. Cap Canaveral dessous. Hein. There's the call out, the On voit le pad de la SLS et le pad de SpaceX côte à côte. Ou alors c'est peut-être le pad de ULA. C'est peut-être le pad de ULA et de la SLS. Merlin 1D engines on the first stage will shut down in preparation for stage separation, which is where stage 1 and 2 will separate from each other, with the first stage making its way back C'est beau, down hein, c'est du to porn, Earth, hein. and the second stage performing second engine start 1, which is where we ignite that single Merlin vacuum engine on board the second stage. Allez, 5000 km/h, 45 km. This burn helps assist the vehicle flip back ça va around vite, hein. and reorient itself back to land. Oh les vues, ouais, et quand ça décolle en plein jour comme ça par une météo parfaite. Superbe. Donc rappelez-vous que le booster va revenir se poser directement à Cap Canaveral, hein, B1080. Ah, Nico, manage and cutoff. Separation confirmed. Et hop, séparation d'étage. Magnifique. Ils allument le Merlin. Oh là là, et les caméras de tracking à 80 km. There you heard and saw C'est propre, hein. those events happening back to back. Awesome views of C'était the hier, first ça. stage flipping back around as it performs its boost back burn. Again, we had main engine cutoff of the first stage separation, second engine start on the second stage, and that first On va avancer un stage petit doing peu pour aller the voir awesome l'atterrissage du flip as booster. it starts its boost back burn. 30 is SpaceX. Oh, il est monté à... le booster est monté à 130 km. Hein. Là, le booster, regardez-le, il est à 15 km d'altitude. Oh, les caméras de tracking à 12 km. Falcon 9 is the world's first orbital class reusable rocket, and this allows SpaceX to 7 km. Les vues sont folles. Hein. Rocket, which in turn drives down the cost of access to space. Now coming up, we have that landing burn starting in just a few Oh là minutes. là 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 là, c'est ça qu'on aime voir. Hein. On vit pour cette merde. Hein. There's the start of Stage 1 landing burn. start of that landing burn. Really cool view of Cape Oh là Canaveral là là coast. là là là, c'est beau. Hein. Allez hop, les petites jambes, et regardez ça. 4 War Tanks. Bah écoute, Jacou, Wow. putain, c'est petit beau. Wonderful view Merci de passer ton bonjour. of that first stage landing. Merci à toi, mec. Back at landing zone. Matez ça, B1080. Pristine there. C'est beau, hein. There you have it. On se regarde, That Ça landing vend marks ça vend du rêve. on se refait la fin. burn for the On se sixth refait les 10 time. derniers kilomètres. Hein. Falcon 9 is que the ça, world's first voilà, quoi. orbital class reusable rocket, and this allows SpaceX to refly the most expensive parts of the rocket, which in turn drives down the cost of access C'est to beau. space. Now coming up, we have that landing burn starting in just a few moments. Et vous avez le deuxième étage à droite. 200 km, 20 000 km/h, tranquille. Donc Starship était allé à peu près à cette altitude et vitesse There's là. the start of that landing burn. Really cool view of Cape Canaveral coast. Le booster tout dégueulasse, Stan Green, pas mal pour la com. Hein. Non, mais on le nettoie pas, on s'en fout. Ah, ça montre qu'il est sorti, hein. Et Wow. hop, Wonderful Incroyable. views of that Encore une mission réussie. landing. Encore un booster qui prend une mission, c'est... Ah, c'est assez incroyable. Hein. Bon, voilà pour les vols. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à... on va parler potin maintenant. On va parler potin, puisque cette semaine à Washington, il y avait
le sommet, le petit congrès de tout ce qui touche les satellites et des lanceurs. Donc vous aviez toutes les huiles de l'industrie, des CEO qui viennent se rejoindre, et puis ça fait des petites conférences. Voilà, donc les gens donnent leur avis et tout. Et on avait Gwynne Shotwell, donc qui est la patronne de SpaceX. Hein. Souvent, Elon Musk est un peu la face publique. Ça lui permet, c'est lui qui attire toute l'attention et les critiques et tout ça. Gwynne Shotwell, c'est un peu l'éminence grise derrière qui chapeaute tout ça. Hein. C'est elle, hein. C'est plus elle la vraie patronne de SpaceX que Elon Musk. Elon Musk est un peu l'âme de SpaceX. C'est elle qui signe les papiers, vous voyez. C'est ça aujourd'hui. Donc Gwynne Shotwell était aussi invitée à ce sommet. Hein. Bah ouais, c'est la patronne de SpaceX. Hein. Si vous parlez de l'industrie que SpaceX n'est pas là, il y a un problème. Et puis elle était interrogée sur Starship. Puis elle a commencé à balancer des choses très intéressantes sur Starship en disant qu'il comptait tirer dans 6 semaines. Le 4e vol. Voilà, 6 semaines. J'avais dit, Ten Green, mi-mai. Moi, j'ai été dit optimistement, au plus tôt, mi-mai. Et encore c'est tôt, hein. Déjà, j'étais, comme je dis, de façon incroyablement optimiste si tout se passe bien. Et Gwynne Shotwell nous balance. Alors, elle est quand même souvent au niveau des délais plus sérieuse que Musk. Ça nous amène à début mai, 6 semaines, Ten Green, début mai, ce qui serait totalement fou. Ah, mais ça va super vite, hein. Voilà, donc vous avez Gwynne Shotwell qui balance ça, comme ça, et il y a eu un blanc dans le public, surtout, on va reparler de certaines personnes qui étaient présentes et qui étaient là. Comment ça, 6 semaines, vous vous foutez de nous, quoi? La concurrence qui commence à claquer des genoux devant Starship, à juste raison. Maintenant qu'ils sont allés en orbite basse, en suborbitale, pardon. Voilà. Donc ouais, en tout cas, il s'est dit pas mal de choses très intéressantes. On va aller voir un petit peu une interview, entre autres. Hop là. Ça date du 21 mars, hein, donc ça date d'avant-hier. On va passer sur mon écran. Voilà. Et nous avons Starship. Alors, ça a été écrit par Jeff Foose de Space News, 21 mars 2024, il y a 2 jours. Le personnage sur la photo, c'est Marino Fragnito, le vice-président senior, et il est en charge de tout ce qui touche le business de Vega à Arianespace, ce qui est étonnant, parce que Arianespace, normalement, n'est plus lié à Vega, mais peut-être qu'il y a un petit souci avec ça, mais qu'importe. Donc en tout cas, c'est quelqu'un de très important chez Avio, et c'est lui qui gère sûrement le carnet de commande, simplement, de la Vega. Et écoutez ce que dit Marino Fragnito à propos de Starship. Comprenez que Starship en orbite, il y a encore 2 ans, beaucoup pensaient que Starship ne décollerait même pas. Et d'un coup, en l'espace de 8 mois, en 1 an, on a un Starship en orbite. S'ils sont allés en suborbital, ils iront sans problème en orbite chez SpaceX. Et la concurrence commence un petit peu à s'inquiéter du potentiel de Starship, et à juste raison. J'ai souvent dit à quel point Starship était dangereux pour la concurrence, et qu'on nous-mêmes peinons à imaginer ce que SpaceX va pouvoir faire avec Starship, tellement Starship est révolutionnaire et disrupteur. Alors, Washington, le sommet avait lieu à Washington. Un large véhicule, donc on parle de Starship, pourrait probablement avoir de terribles effets sur l'industrie et le marché des petits lanceurs, abaissant les prix et encourageant entre autres les clients, Ten Green, à construire des satellites plus larges. Eh ben ouais, t'as 100 tonnes à amener en orbite. Est-ce que tu vas pas commencer à réfléchir à mettre des gros trucs en orbite, à réfléchir peut-être, et à si, vraiment dire, je vais y faire des usines orbitales. Hein. Le moyen d'amener est là pour pas cher. Tu peux amener 100 mètres, tu peux amener 100 tonnes pour peut-être 100 millions de dollars. Ah bah ça commence à devenir intéressant. Donc là, le mec, comprenez que ça se plaint. Peut-être que Starship va changer l'industrie. Et c'est pas moi, c'est lui, hein, c'est Marino Fragnito. L'émergence de Starship, donc de Starship de SpaceX, qui est designé pour amener 100 tonnes en orbite basse, a capturé l'attention de nombreuses compagnies développant des véhicules qui, eux, peuvent mettre 1 tonne en orbite. Entre autres, le potentiel de Starship, qui peut bousculer un marché déjà affecté par la Falcon 9. Parce que rappelez-vous que la Falcon 9 tire des missions transporteurs et tire parfois plein de CubeSats en même temps
pour beaucoup de compagnies. Et c'est vrai que Rocket Lab et compagnie se plaignent que SpaceX leur vole des clients avec ces missions transporteurs, ces missions rideshare comme ils les appellent. Et ça fait grincer pas mal de dents chez les petites compagnies de voir SpaceX tirer d'un coup pour 40 ou 50 clients à des prix prohibitivement bas. Voilà. Donc voilà ce que dit Marino Fragnito. Starship, sans aucun doute, va totalement bouleverser le marché des lancements et le marché de l'espace en général. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui le dit ouvertement. Moi, je le dis depuis longtemps, mais moi, je suis pas... je suis un expert en expertise, je ne suis pas quelqu'un qui bosse dans l'industrie. Là, vous avez un des mecs les plus haut passés chez Avio qui le dit. En tout cas, le vice-président du business de la Vega, Ariane Espace. Donc là, vous avez quelqu'un qui le dit ouvertement que Starship va être un bouleversement pour l'industrie du lancement et du business de l'espace en général. Il faut faire la part des choses entre le lancement et aussi le business de l'espace, parce que lui considère qu'en effet, 100 tonnes en orbite va ouvrir des possibilités industrielles et économiques qu'on n'a pas pensé avant. Durant voilà, le satellite 2024, conférence blablabla, un des scénarios, alors là vous avez la petite pique, un des scénarios c'est que SpaceX, que Musk, ah ouais direct, on dit Musk, pourrait monopoliser absolument tout. C'est lui qui le dit. Hein. Alors déjà, il faut qu'on parle de ce qu'il fait là. Déjà c'est pas bien. Hein. Il vous dit, Musk va avoir le monopole d'absolument tout. 1. Est-ce que vous savez que la Vega était en développement avant même que SpaceX existe? La Vega, c'est 1998, Ten Green. SpaceX n'existait pas à ce moment-là. Et ah bah oui, ça date, hein. Qu'est-ce que vous avez... Donc là, ils se plaignent d'une possibilité de monopole de SpaceX. Je noterai que SpaceX est déjà en monopole. Mais SpaceX n'a jamais racheté qui que ce soit pour être en monopole. Ils sont pas allés racheter leurs concurrents. Ils ont été trop efficaces. Ils ont été trop efficaces. Si SpaceX est en monopole aujourd'hui, c'est à cause de la concurrence qui a été incompétente. Là, vous avez un mec qui se plaint que son lanceur n'est plus compétitif alors que son lanceur est en développement, alors que SpaceX n'existait même pas. Vous voyez un peu le truc, ça s'appelle « Bougez-vous le cul les losers !» C'est exactement ça. Et le mec là maintenant joue sur « Oui, mais Musk pourrait monopoliser tout !» Mais c'est pas de la faute à Musk ou à SpaceX s'ils ont été efficaces. C'est de votre faute à vous, à Ariane Espace, à Avio, de pas avoir été compétitif. Voilà. Alors, il semblerait que SpaceX Starship ne pourrait pas être adapté pour lancer beaucoup de CubeSat, vu sa taille absolument massive. Et écoutez ce qu'il dit. Je pense que Starship va ouvrir de nouveaux business, comme l'exploration des êtres humains dans l'espace, ou encore des stations commerciales dans l'espace. Je ne pense pas que Starship va lancer des petits satellites ou sera utilisé pour lancer du CubeSat et compagnie. En fait, il a raison, je pense. Je pense pas que Starship soit rentable pour du CubeSat. Par contre, Starship va être rentable, va créer un nouveau business. De nouvelles opportunités. Et surtout, ça va permettre à SpaceX de tirer énormément de Starlink. Et voilà. Donc, on va pas rentrer dans le détail de tout ce qui est dit là, parce que c'est pas intéressant. C'est des choses dont on parle très souvent. Mais voilà. Ça, comprenez que c'est l'industrie qui claque des genoux. Je l'avais dit. Starship... Quand Starship sera en orbite, et il est en orbite, Starship va faire peur à l'industrie. Vous avez là le patron de Avion. OFT3 a mis quelques PLS, absolument. OFT3 a fait prendre conscience à quel point Starship va être dangereux. Et là, ça claque des genoux en public. Vous pouvez le dire en privé, ce qu'il a dit là. Le dire en public, ça veut dire qu'en privé, c'est la panique. Voilà. C'est la panique. Et ils ont raison. Mais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes depuis le début. Ça fait presque 10 ans maintenant que SpaceX fait du réutilisable et leur a dit, les mecs, vos roquettes que vous faites là sont obsolètes. Vous devez commencer à essayer d'apprendre autre chose et de développer autre chose. Personne n'a écouté et voilà où on en est aujourd'hui. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et la Vega, Ariane Espace, Avio sont responsables de cet état de fait aujourd'hui, que Starship va peut-être les mettre à la retraite, ou en tout cas va les mettre dans une condition économique. Tiers prochain dans 5 semaines. Non, 6 semaines, au mieux, moi je dirais plutôt fin mai. Fin mai. Voilà, et fin mai c'est déjà incroyable, vu la taille du lanceur. Autre chose, on a des contrats qui sont sortis. Donc Wet and Green, je t'ai dit que là il y avait du Starshield d'abord, mais il y a un autre contrat. Donc NRO, notre agence du renseignement là, National Reconnaissance Agency, qui gère...
on a un contrat qui est sorti qu'on ne connaissait pas, puisque il a été annoncé, et ça date depuis 2 ans, Ten Green, c'était jamais sorti parce que ça devait sûrement être secret défense, ou ça devrait être bien discret, mais que cette agence de reconnaissance a signé via les Space Force un contrat à presque 2 milliards de dollars avec SpaceX pour faire, écoute bien, pour faire du Starlink de reconnaissance. Au lieu de faire de l'Internet, en couplant avec Internet, mais de faire du Starlink de reconnaissance simplement terrestre, de l'imagerie terrestre en Starlink. Parce qu'aujourd'hui, nos satellites de reconnaissance, ils passent à 1 heure précise, et s'ils sont pas là, bah, vous devez attendre 3 heures qu'ils soient sur la bonne orbite, vous devez les décaler. Et là, le contrat qui commence à émerger, dont on ne connaît pas bien, c'est que on aurait en fait une constellation comme Starlink, mais pour faire de l'imagerie H24. T'imagines ? C'est ouf. Le tout en Starlink pour avoir l'imagerie en temps réel qui arrive, et en même temps, tu prends de la photo de tout ce que tu veux. Non, c'est terrifiant, hein. Hypersonique. Bah, pourquoi hypersonique ? On te parle de satellites, on te parle d'une constellation de satellites. Bien sûr qu'ils sont en hypersonique s'ils sont à 30 000 km/h, les satellites. Voilà, une constellation de satellites espions. Absolument, voilà le terme correct à utiliser. Et on parle d'un contrat à 2 milliards de dollars. Et ils utiliseraient la technologie de Starshield, qui est le Starlink militaire du département, du DoD, donc du Department of Defense, du Pentagone, pour faire de l'imagerie en temps réel, une constellation de satellites espions, uniquement militaires, absolument militaires. Et voilà, pas mal, très intéressant. Et c'est un contrat à 2 milliards de dollars. Hein. Donc ouais, voilà le genre de choses qui se passent. Donc quand on vous dit SpaceX est en situation de monopole, ce qu'il vous dit l'italien là, vous vous rappelez de l'interview, c'est qu'il sous-entend qu'il faudrait peut-être commencer à taper sur SpaceX parce qu'ils sont en situation de monopole et qu'ils violent les lois antitrust. Donc il dit bien Musk pour faire peur. Sauf que si tu commences comment tu tapes sur SpaceX aujourd'hui, alors que SpaceX est le premier pourvoyeur des Space Force et de la NASA ? Tu peux pas. Et pire, ils violent aucune loi antitrust. Bah ouais, pour violer les lois antitrust aux États-Unis, il y a une idée de racheter des concurrents. Quand ULA avait été créé, ULA, c'était 2 concurrents qui s'étaient mis ensemble. La branche aérospatiale de Lockheed Martin et la branche aérospatiale de Boeing. Ça violait les lois antitrust, puisque SpaceX les avait attaqués à l'époque sur les lois antitrust. Ça, c'est de l'antitrusting. Sauf que là, SpaceX, au contraire, ils aident même leurs concurrents à aller en orbite. Vous pouvez même pas blâmer SpaceX de faire de l'anticoncurrence, puisqu'ils tirent leurs concurrents. Ils tirent Sinus, ils ont tiré OneWeb, tous leurs concurrents utilisent SpaceX désormais. Ce qui est totalement du jamais vu. Et tout ça est très intéressant et montre un peu qu'en effet, SpaceX, moi je les considère en situation de monopole depuis le début de la guerre en Ukraine. Et le fait que c'était les Russes qui faisaient vraiment concurrence à la limite. Bien sûr. En termes de cadence, hein, et de fait que ce soit international et pas juste limité. Parce que bon, les Chinois ils tirent beaucoup, mais ils tirent quasiment que pour eux. Donc, bah, ils se sont coupés de l'international, hein, tout simplement. Bah oui, après, il y a 2-3 missions qui sont en collaboration, mais c'est pas l'impact que c'est où t'as vraiment tous les pays du monde qui vont voir quasiment SpaceX pour envoyer des sondes, et tout, hein. C'est comme ça, c'est tout. Hein. Ouais. Et maintenant, on va faire un petit peu d'European bashing. Vous savez que c'est un de mes sports favoris. Vous vous souvenez que des satellites Galileo, il y avait quelque temps, ça partait depuis les satellites Soyouz, les fusées Soyouz, de Kourou. Et en perdant l'accès à Soyouz, bah, l'Europe ne pouvait plus tirer pour sa constellation de satellites Galileo, donc ça, des satellites de navigation, n'avait plus accès à de fusées. Pas d'Ariane 6 de disponible. Ariane 5, les chaînes de montage ont été arrêtées, et il faut mettre des satellites Galileo en orbite pour augmenter la constellation, mais aussi, il y a des satellites défectueux, il faut en amener des nouveaux. Et l'Europe était face à ce choix de trouver un nouveau lanceur. Moi, je me rappelle, c'était il y a 2 ans, des gens qui disaient « Mais non, Galileo ne peut... » Ils disaient fièrement « Galileo ne peut que décoller depuis du sol européen. » On en avait ri, Ten Green. Est-ce que tu te souviens qu'on en avait ri, c'était il y a plus d'1 an, et on disait « Ah bah ils vont peut-être tropicaliser la Falcon 9 pour l'amener à Kourou ?» Et puis, pour rire, je t'avais dit « Mais est-ce que les satellites Galileo n'iraient pas directement au Cape ?» C'est ce qui s'est passé.
Article officiel, ça a été confirmé par la Commission européenne. Tous les papiers ont été signés. C'est officiel, l'Europe va se tourner pour la Falcon 9 pour lancer ses satellites de navigation. Et l'Union européenne est prête à payer près de 30% plus cher pour 2 lancements de Falcon 9. On parle de lancement à 90 millions, alors qu'une Falcon 9, vous l'achetez pour 60 millions. Alors, l'Union européenne a trouvé un agrément avec les États-Unis, mais surtout avec SpaceX, afin de tirer 4 satellites Galileo, donc 2 x 2, sur des Falcon 9, sur des roquettes Falcon 9. Selon Politico, l'agrément de sécurité a permis à l'UE, à l'ESA, donc c'est l'ESA qui gère Galileo, d'avoir accès au pad en permanence. Il y avait énormément de questions de sécurité qui étaient engagées, c'est pour ça qu'on tirait tout le temps Galileo depuis du sol européen. Donc SpaceX est un incroyable partenaire, hein. Je l'ai souvent dit, mais SpaceX, une de leurs marques de fabrique, c'est tout ce qui touche le service avant-vente, pendant-vente et après-vente. Ils sont extrêmement ouverts d'esprit, apportent énormément de solutions techniques aux problèmes, et ça c'est pas moi qui le dis, mais leurs concurrents, OneWeb, Northrop Grumman, disent c'est un bonheur de bosser avec SpaceX, parce qu'ils sont vraiment à l'écoute du client et prêts à faire en sorte que tout le processus soit souple et tout ça, et ils trouvent des solutions aux problèmes. C'est pour ça, ouais, ils sont très appréciés pour ça dans le business SpaceX. Alors, avec cet agrément, donc voilà, ils vont mettre nos satellites en orbite. Voilà, les raisons de sécurité étaient extrêmement élevées pour incorporer les satellites qui coûtent des millions d'euros. Et ils sont en fait l'équivalent simplement du GPS, c'est le GPS européen. Hein. Donc la Floride lancera pour la première fois. Vous noterez qu'ils évitent à chaque fois de dire SpaceX. C'est pas la Floride qui va lancer, c'est SpaceX qui lancera. Ça sera la première fois que les satellites Galileo décolleront depuis la Floride. Et voilà. Normalement, ils doivent toujours tirer depuis l'Europe. Donc c'est... En raison de toutes ces mesures de sécurité supplémentaires, l'Union européenne est prête à payer 180 millions d'euros pour les 2 tirs, ou 196 millions de dollars, c'est énorme, c'est 30% le prix standard d'une Falcon 9, c'est cher. Ceci est un très gros embarrassement pour l'ESA, puisque le continent doit acheter désormais des tirs sur son compétiteur SpaceX depuis près de 2 ans, bah ouais, depuis qu'ils ont perdu l'accès à Soyuz. En 2023, l'Europe a aussi lancé, SpaceX a aussi lancé le télescope Euclide sur une Falcon 9, et on a aussi des satellites d'observation de l'ESA, une probe de l'ESA, qui décollera bientôt d'une Falcon 9. SpaceX est devenu un fantastique partenaire de l'ESA désormais, voilà. Et on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu la cata en effet pour les Européens, sans aucun doute de voir ça. Surtout que comprenez que cet argent, il finit dans Starship. Et les Européens financent Starship. Starship qui va sûrement leur voler des parts de marché après de Ariane 6 et tout ça. On ne peut qu'en sourire de voir les Européens à ce point désespérés. Mais bon, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et voilà, il fallait se bouger le cul avant. Et maintenant, les gens viennent se plaindre. Ah bah, on les paye pour tirer nos charges stratégiques. Et puis, Musk, il est en situation de monopole. À qui la faute ? C'est pas la faute de Musk s'il est en situation de monopole. Hein. Et voilà. C'est dingue, hein. Allons voir à Boca Chica, puisque bon, forcément, Gwynne Shotwell a dit que dans 6 semaines, on allait avoir possiblement un nouveau tir de Starship. On sait que le hardware est prêt, donc le hardware, ça serait S29 et B11. Pour le 3e tir, c'était S28 et B10. Donc, va pas falloir chômer, hein. Salut, toujours pas de nouvelles du live. Non, il n'y a pas de nouvelles du live. S'il est pas là, me fait pas chier, c'est qu'il est pas encore prêt. Putain. Il sera là quand il sera là. Et s'il est pas là parce qu'il passe pas la censure, bah tant pis, tu survivras sans le live, non ? J'espère en tout cas. Ça financera un 2e tour de Starship. Donc ouais, il va falloir déjà réparer le pad, parce qu'on sait qu'il faut de l'entretien après un vol de Starship. Hein. Le pad, il ramasse, hein. Et il va falloir tester aussi S29, va falloir tester B11. Et ben ça, ouais, regardez la photo. SpaceX a montré quelques très jolies photos de Starbase. Matez-moi ça. Boca Chica, là, au matin dans la brume.
Si on a vu... t'imagines, Ten Green, ça aurait tiré dans cette météo-là, là. Oh là 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 là. Pff. Ça aurait été beau, hein. Et je crois que c'était avant-hier. Donc, ils sont en train de réparer le pad, hein. Ça bosse H24 sur le pad. Ils ont démonté pas mal de trucs, mais comme je dis, il faut tout contrôler, quoi. Et toutes les conduites et tout ça, vous avez vu la puissance de Starship au décollage. Je peux vous dire que le pad ramasse les conduites et tout, donc faut tout recontrôler. Il y a de la maintenance à faire, de l'entretien, mais ça veut pas dire qu'il faut pas tester en même temps. Et dans la nuit, c'était je crois avant-hier, regardez l'heure, hein, il est minuit 43, vous avez S29, donc le prochain concurrent pour le vol orbital, S29 qui arrive au pad avec tous ses moteurs et tout. Il a déjà fait ses essais cryo la semaine dernière en même temps qu'il y avait S28 et B10 au pad, avant le vol, avant le troisième vol orbital, troisième tentative, pardon. Et on a S29 qui arrive tranquillement, à presque 1h du matin, au pad. Voilà. Magnifique. Les photos sont dingues, hein. Là, il est en train d'être mis sur son petit support. Et ça, c'était pris hier, je crois. C'est SpaceX directement qui l'a envoyé. Regardez la taille du monstre. Donc voilà le prochain, potentiellement, le prochain Starship sur la liste à aller dans l'espace. Vous noterez la taille des gens. Hop là, les gens sont petits, hein. Le machin fait plus de 50 mètres. Un monstre. Et ça a été annoncé par SpaceX. Ils vont sûrement faire un feu statique dans les prochains jours. Donc maintenant, ils s'emmerdent plus à allumer un moteur. Ils allument les 6 moteurs, hein. Donc on va sûrement avoir un feu statique de S29. Ils vont réparer le pad. Et dès que le pad sera réparé, on sera vite fixé puisqu'on aura B11. B11 qui commencera sa campagne d'essai. Et on a vu comment ça se passe maintenant. Possiblement, B11 allumera ses 33 moteurs d'un coup. Ça peut aller très 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 vite, hein. Sachant qu'en plus, le vol s'est bien passé. Le troisième vol orbital, le vol s'est très bien passé. Et que même la FAA a annoncé qu'eux-mêmes étaient contents. Et que ça pouvait aller très très vite, l'enquête et tout ça. Donc c'est pas impossible du tout qu'on ait un vol dans 6 semaines. Moi, en tout cas, je mise en mai sans aucun doute. Selon la paperasse, si les feux statiques se passent bien, parce que vous pouvez avoir un problème avec les feux statiques, mais si le hardware suit, ça va aller incroyablement vite, quoi. Enfin, si ça vole en mai, Ten Green, on aura presque eu 4 vols de Starship en 1 an. Prototype, avec un pad explosé, un pad en morceaux. Et là, tu te dis, putain, mais c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Mais les 6 vols de prévus cette année, s'ils tiennent cette cadence, ils vont peut-être les faire, les 6 vols cette année, hein. C'est ça le truc, hein. Sachant que on voit que ça va de mieux en mieux avec la FA, la paperasse, ils sont débarrassés de pas mal de complaintes d'écolo à la con. Et ça roule, quoi. Ça roule, le machin. Et vous comprenez pourquoi l'industrie a peur? C'est qu'on a une fusée capable d'amener 100 tonnes en orbite pour pas cher. La récupérer, c'est encore un autre axe technologique sur lequel ils veulent travailler rapidement, parce que c'est dans l'optique de tout récupérer. Mais déjà, ils ont une Saturn V. C'est ça le truc. Ils ont une Saturn V qui vaut 10 fois moins cher qu'une Saturn V. Ils peuvent foutre 100 tonnes en orbite. Je peux te dire que là, je suis prêt à parier. Alors, il y a beaucoup de choses que je dis pas dans la minute spatiale. Cette semaine, Ten Green, il y avait des gens qui ont visité Starbase. Il y avait, tu sais, des fois, il y a des visiteurs, des gens importants. Et il y avait, entre autres, 2 directeurs de compagnies qui sont pas connus. Et les compagnies ont été créées récemment. Et eux ne font pas du CubeSat, Ten Green. Ils font du satellite géant. Et le mec prenait juste un selfie avec... donc, c'est KDX, machin, ils sont pas du tout connus. Et il prenait justement un selfie avec Starship derrière, et il disait sans aucun doute que nous sommes là parce que ça sera le seul lanceur pour lancer ce qu'on a envie de lancer. Et les mecs ont en projet des satellites géants, en fait. Et Starship a créé cette possibilité technique d'avoir ça. T'aurais pu essayer de lancer avec la SLS, mais bon, si c'est pour payer 3 milliards de dollars par lancement, tu peux pas. La SLS est une licorne impropre commercialement. Mais Starship est déjà en train de créer un écosystème parce qu'il y a des gens qui ont vu le potentiel de Starship il y a déjà 1 ou 2 ans. Et qui ont commencé à bosser derrière, ouais. Et à lever des fonds pour se dire, qu'est-ce qu'on peut faire en orbite qui sera rentable? Et on a vu qu'avec Varda, il y a tellement de potentiel. Le potentiel de Starship est illimité, je pense. Et le fait qu'il va pas coûter cher, qu'il va être réutilisable, même si au début il n'est pas réutilisable parce que la technologie de réutiliser va être compliquée, comme pour les Falcon 9, hein. Déjà, le fait d'être capable d'aller en orbite et foutre 100 tonnes,
C'est game changer. Ah, complètement, hein, mais ça ouvre Game une porte changer. abyssale. Hein. Et ils ont la production qui suit derrière. C'est ça le truc. Là, ils ont encore explosé un moteur Raptor hier. Mais ils s'en foutent. Ils en sortent un par jour. Et ça permet de tester. Et c'est incroyable de voir que... Et c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur en charge des ventes d'Avio qui claque des genoux devant des centaines de personnes. Et qui vous dit « Ah non, mais vous comprenez pas que Starship va totalement bouleverser l'écosystème économique. » Ce qui est logique quand vous connaissez un peu comment fonctionne le spatial aujourd'hui. Ils ont raison d'avoir peur de Starship. Ils ont totalement raison d'avoir peur de Starship. Et... ça va vite. Ça va très très vite. Hein. Putain, cette année, Ten Green va être sûrement une des meilleures années de spatial. Je pense. Ouais, complètement. Hein. Entre la Vulcan qui a déjà volé, peut-être la New Shepard, Ariane 6, la Angara, Starship qui va faire plusieurs vols. C'est de la folie. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Ouais, c'était long, mais il y avait pas mal de choses à traiter. On va s'arrêter là. Ce soir, je ferai un petit Lord of the Rings. On parlera de Helm's Hammerhand, la future star de War of the Rohirrims qui sortira en fin d'année. Et j'ai lu que la SLS passera d'environ 26 tonnes à environ 38 tonnes. Ouais, mais la SLS, on s'en fout. Elle est hors de prix. Le problème de la SLS, c'est qu'elle coûte 3-4 milliards. Elle ne sera jamais utilisée pour des missions commerciales. À part Artemis, tu ne verras pas la SLS parce qu'elle coûte trop cher. Elle est commercialement pas viable à cause de son coût excessif. Voilà. T'en as pas déjà parlé? Si, quand j'avais parlé du Rohan, j'avais parlé de Helm's Hammerhand, mais là on va parler que de Helm's Hammerhand et pas du Rohan. Juste du personnage. Et ça sera un petit rappel comme ça. Tu sais, maintenant, le Lord of the Rings, on répète beaucoup de choses. Hein. Je crois que c'est le 74e Lord of the Rings. On répète énormément de choses maintenant parce que j'ai traité beaucoup du lore en fait. Le Lord of the Rings, on est plus proche de la fin que du début désormais en termes de contenu. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, je m'arrête là. Merci Ten Green de ta participation. Peut-être à ce soir pour le Lord of the Rings. Et je continuerai le run sur Dolamrot en soirée. Donc sûrement 21h30. 30. Et demain, 14h, je ferai un petit live sur notre volcan. Qui commence à inquiéter maintenant parce qu'il y a trop de lave qui sort et ça fait une semaine d'éruption, ce qui est totalement inattendu vu qu'avant les éruptions duraient 24 heures, 3 éruptions de 24 heures et là on a une éruption qui dure depuis plus d'une semaine, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, donc j'ai des belles photos, il y a de la vidéo et tout, donc ouais, demain 14h on se fera un petit live éruption et en soirée il y aura Rezus qui sera là et on ira continuer notre run sur Attila en multi Vandal Ostrogo pour récolter mon sel, voilà. Bon allez, sur ce, passez une bonne soirée, bon week-end à tous, et puis on vous dit... Et bonne soirée, bon week-end.